Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce mercredi 12 juin 2024. Ciel nuageux et quelque peu ambigu sur le toit de Cotonou, conséquence d'une veille nocturne faite de pluie sur le littoral et une bonne partie de l'Atlantique. C'est la saison des pluies où Dame Nature dicte sa loi avec des impacts sur les activités humaines. Nous irons ce matin dans le Borgou pour apprécier l'influence de la saison pluvieuse sur les activités économiques. Jacques Degoué, notre spécialiste maison en économie, nous attend à Parakou pour plus de détails. Restez donc avec nous. Et puis, dans nos élaborations de ce mercredi, on s'intéresse au dernier développement dans la crise entre le Bénin et le Niger. La semaine écoulée, 5 ressortissants nigériens en situation irrégulière ont été interpellés sur le site d'exploitation du pétrole brut à Semepodji. L'affaire fait grand bruit dans les deux capitales et pose la préoccupante question de la sécurité. On dira donc deux mots sur cette actualité avec une lecture de la démarche des artistes pour le rapprochement des deux voisins. Sans oublier bien entendu la timidité de la CEDEAO dans cette crise qui secoue le Bénin et le Niger. À suivre également les autres articulations de votre matinale au fur et à mesure qu'on évolue. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Voilà, les premières informations cette fois-ci avec nos confrères de la presse écrite. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité, menace sur la sécurité alimentaire, le piège des jacides, portrait mystérieux de ces envahisseurs à retrouver dans les colonnes du quotidien Maison Fraternité. Et puis, éliminatoire Coupe du Monde 2026, le point de tous les groupes après les 3e et 4e journées. Et puis Pierre Dossa, activiste et sensibilisateur environnemental, qui s'est exprimé dans les colonnes du quotidien Fraternité. Il estime que les syndicats béninois ont montré qu'il est possible de mener des actions publiques sans causer de préjudice à l'environnement. Nord-Sud quotidien cette fois-ci, crise Bénin-Niger, comment sortir des intrigues de Tiani, s'interroge le journal. Et puis préfecture de Cotonou, ça arrête depuis vendredi. Et puis secrétaire administratif d'arrondissement, résultat du test de sélection à retrouver dans les colonnes de Nord-Sud quotidien paru ce jour. Allez, on évolue avec le potentiel quotidien, le potentiel cette fois-ci, plateforme portuaire et métier du transport au Bénin, transporteur, ANAT, PAC, une voie unie pour un secteur professionnel. Et puis, forces armées béninoises, disparition soudaine de matériel sensible dans un camp militaire. Un adjudant-chef placé en garde à vue après avoir réussi à s'échapper mystérieusement, nous apprend le quotidien, le potentiel. L'événement précis qui précise que des milliers de jeunes sont reconfortés pour un avenir radieux en ce qui concerne le dispositif Azoli du projet d'inclusion des jeunes au Bénin mis à leur disposition. Le leader du jour, réforme dans l'enseignement secondaire au Bénin, l'ambition du gouvernement avec un BPC rénové. Le quotidien leader du jour qui nous apprend donc que le ministre Yves Kouaro Chabi a officiellement lancé les épreuves à Abomey-Calavi. Je précise que nous sommes à la dernière journée de cette composition comptant pour le BPC, le brevet d'études du premier cycle. Quotidien Libération, investissement direct, le Bénin et l'Arabie Saoudite signent un mémorandum d'entente. Il faut dire que le ministre des Affaires étrangères, Adiadi Bakari, et le vice-ministre saoudien de l'investissement, Ibrahim Al-Boumarak, ont procédé, c'était lundi dernier, à la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de promotion des investissements directs. C'était à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères en présence d'une délégation saoudienne et des cadres du ministère des Affaires étrangères. Il faut préciser que le mémorandum signé entre le Bénin et le Royaume de l'Arabie Saoudite permet aux parties prenantes, n'est-ce pas, d'encourager les investissements de leurs citoyens et de leurs entreprises dans les deux pays conformément à leur législation
respectives. La nouvelle génération, concertation ANAT-PAC pour la professionnalisation du secteur des transports. Et puis, quotidien L'Informateur qui nous informe que Talon est sur les grands chantiers à peine revenu de Paris, pendant que les membres du gouvernement s'activent sur le terrain à faire aux populations le point des réalisations des 8 années de gestion de la rupture. Le chef de l'État est descendu après son voyage à Paris sur certains chantiers de construction. Il faut dire que le chantre du nouveau départ ne se contente pas des rapports de bureau. Allez, on revient très rapidement à la une du quotidien Maison Fraternité. Menace sur la sécurité alimentaire, le piège des jacides. Portrait de ces mystérieux envahisseurs retrouvés dans les colonnes du quotidien Fraternité. Puis éliminatoire Coupe du Monde 2026, le point de tous les groupes après les 3e et 4e journées. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. Florence Bossa, bonjour. Bonjour Ara, bonjour chers amis téléspectateurs. Allez, le bulletin matinal, c'est avec vous. On parle d'entrée de cette adresse du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, à l'occasion de l'ouverture de la Semaine des frontières, une initiative qui fait corps à la commémoration annuelle de la Journée africaine des frontières. Le rôle de la gestion de ces limites territoriales dans le processus de stabilité et de cohésion sociale des peuples est évoqué à cette 14e édition. La teneur de son message à suivre dans un instant. Et puis cette tournée gouvernementale de réduction de comptes qui a atteint aussi le département du Mono. Un nombre important de personnalités a fait le déplacement pour parler aux populations de ce qui a été fait pendant ces 8 dernières années et ce qui reste à faire au cours des 2 autres à venir. Retour ici sur les temps forts de cette séance de reddition de comptes dans ce mini-journal. Le décor a été planté en langue locale. Allez, comme vous le savez, on célèbre le 7 juin de chaque année la Journée africaine des frontières. C'est une commémoration tendant à éliminer les sources de tension au niveau des limites des États. Florence Bossa. Et justement, la 14e édition s'articule autour du thème stabilité et cohésion sociale, quelle place pour les frontières africaines. C'est l'occasion de la Semaine des frontières ici au Bénin. Dans ce cadre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a adressé un message aux populations. Voici un extrait de son propos. La célébration de la Journée africaine des frontières est une occasion pour rappeler à la communauté africaine qu'au lieu de nous diviser, les frontières devraient servir de passerelles qui relient les peuples. C'est aussi une invite à rassembler les communautés, à encourager le dialogue, à renforcer la coopération entre les États, à renforcer les relations transfrontalières, à faciliter la coopération et à exploiter les avantages de l'intégration régionale. Le maintien de la paix dans les communautés frontalières est primordial pour le développement stable des États. Par conséquent, j'encourage tous les acteurs à s'investir davantage dans le développement des plateformes de coopération, de collaboration et de communication génératrices de paix et de stabilité. Chers compatriotes, le thème de cette année a été choisi pour sensibiliser les décideurs, les partenaires au développement, les chercheurs et les acteurs frontaliers, ainsi que le grand public sur l'importance de la gouvernance des frontières, la stabilité et la cohésion sociale pour atteindre l'objectif d'une Afrique sans conflit. En effet, la stabilité, la cohésion sociale et le développement socio-économique doivent faire l'objet d'une quête simultanée et permanente pour que l'initiative faire taire les armes de l'Union africaine devienne une réalité sur tout le continent. Au Bénin, sous le leadership du président de la République, M. Patrice Talon, le gouvernement s'est engagé à travers le programme d'urgence de développement des espaces frontaliers, PUDEF, à sortir les populations frontalières de leur état de précarité. C'est le lieu de remercier tous les partenaires techniques et financiers pour leur soutien inestimable qui vise à concrétiser ce vœu du gouvernement. En effet,
Les projets conduits avec l'aide de nos partenaires ont permis de relever de manière substantielle le niveau de vie des populations frontalières. Aussi, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers travaille-t-elle quotidiennement à transformer en actions concrètes la vision du gouvernement et à développer au sein des populations frontalières le sentiment d'appartenance à la nation. La tournée gouvernementale de reddition de comptes a atteint aussi le département du Mono. Et ici, l'une des étapes les plus marquantes a été celle de Lokossa, le chef-lieu de ce département. Un nombre important de personnalités a fait le déplacement pour parler aux populations de ce qui est déjà fait pendant ces 8 dernières années, ce qui reste à faire au cours des 2 années à venir. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec Nassi Salossé. Bienvenue sur la terre de la cité de l'espérance. Pour le point de départ de la tournée gouvernementale de reddition des comptes dans le département du Mono, un impressionnant gratin de personnalités. Les présidents des 2 plus grands partis politiques au Bénin, une bonne demi-douzaine de ministres, des députés et maires élus de la région. Et pour mieux faire passer le message, le décor a été planté en langue locale par un fils du terroir, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadagni. Minola Niambe et donc président Patrice Talon Léoa et le Cocon Douaïdji. L'Argentine nationale a ensuite laissé le pupitre à son aîné qui s'est essayé à un résumé. D'abord, le sujet sur l'approvisionnement en eau potable. C'était l'un des défis majeurs parce qu'en 2016, sur 100 Béninois, il y avait seulement 40 qui avaient accès à l'eau potable. Et nous nous sommes engagés, et l'un des programmes phares dans le programme d'action du gouvernement, c'était le programme d'accès à l'eau potable, où nous avions dit, en 2021, nous ferons en sorte que tout le monde puisse avoir de l'eau. Et j'ai vraiment plaisir et fierté à vous dire que quand nous avons fait l'évaluation en 2023, sur 100 Béninois, 80 avaient accès à l'eau potable. À en croire l'orateur, des prouesses ont été réalisées dans d'autres secteurs tels que les cantines scolaires, les microcrédits, les infrastructures routières, des marchés modernes, des stades, mais aussi la question de l'emploi des jeunes. C'est le plus gros chantier de l'action gouvernementale depuis 2016. Créer au moins 500 000 emplois pendant le premier quinquennat. Je suis heureux de faire rapport ici que pendant ce premier quinquennat, il a été créé au Bénin plus de 800 000 emplois. Et sur le deuxième quinquennat, le PAG2 a proposé un objectif d'1 300 000 emplois. À fin décembre 2023, nous avions déjà créé plus d'1 300 000 emplois. Des efforts qui a-t-il poursuivi ont été déployés grâce à une énorme capacité de mobilisation des ressources. Je veux que vous saluiez ici, il faut applaudir le ministre Romuald Wadagni pour le travail important qu'il fait avec ses équipes dans la mobilisation des ressources. Aucun pays africain n'a fait autant que nous dans cette voie-là. Et il faut effectivement le féliciter. Aux différentes préoccupations exprimées par les intervenants, Ablaye Biotchane a rassuré les populations de la volonté du gouvernement à apporter des solutions. Un gouvernement qui, a-t-il conclu, fonctionne avec méthode et planification. Au niveau des collectivités locales, l'Association nationale des communes du Bénin se tourne résolument vers l'amélioration des services municipaux pour qu'ils soient plus sensibles au genre. Et c'est dans ce cadre qu'un projet a été initié autour des partenariats municipaux à l'international pour l'innovation femmes en politique locale. Donc, le projet dont les bénéficiaires ont été conviés à un atelier de renforcement de capacité du 4 au 7 juin dernier à Grand Popo. Compte rendu. Ils sont fonctionnaires et élus municipaux venus de plusieurs communes du Bénin pour un exercice de renforcement des capacités sur la gestion d'un projet. Il s'agit du projet dénommé Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, conçu par l'Association nationale des communes du Bénin. Ce projet reflète notre engagement commun en faveur du leadership féminin, de l'inclusion sociale
et de l'amélioration des services municipaux. Le dit projet initié avec l'appui du gouvernement canadien vise surtout à améliorer les services municipaux pour qu'ils soient plus sensibles au genre. Nous savons que la participation active des femmes dans les instances décisionnelles locales est cruciale pour qu'une gouvernance équitable et efficace. Les femmes apportent des perspectives diversifiées et des solutions innovantes qui bénéficient à toute la communauté. Pendant 72 heures, les participants ont été à l'école des experts venus du Canada pour mieux cerner les contours de ce projet. Plusieurs communications animées pour la circonstance ont été suivies de débats autour de la question du leadership féminin. La formation reçue pendant ces 3 jours sera certainement très utile pour chacun d'entre nous. C'est toujours enrichissant de voir à quel point il y a des ressemblances dans la gestion de projets municipaux, même si à la base, nous sommes quand même différents. Je tiens à vous remercier de votre écoute pendant nos présentations et de toutes les questions pertinentes que vous avez posées. Au total, 5 communes sont concernées par ce projet. Il s'agit des communes d'Adjara, Bonou, d'Assazoumé, Kétou et Wessé. Des communes que la fêtière a tenu à féliciter. Parce que très souvent, quand certains collègues m'appellent, ils me disent « Mais sur quels critères vous avez retenu les communes qui participent ?» Je voudrais préciser que c'est des communes qui ont compétit. Ça, je voudrais le préciser et le souligner de plusieurs traits. C'est des communes qui ont compétit, qui ont été retenues avec la partie canadienne en toute transparence. Donc, c'est le fruit du travail des maires ici présents et leurs collaborateurs. Donc, ce n'est pas un hasard, on n'a pas tiré au sort, non. Le processus a commencé depuis plusieurs mois avec une série d'ateliers de formation au cours desquels des élus et fonctionnaires municipaux ont été amenés à s'auto-évaluer pour proposer un plan d'amélioration des services sur la base des secteurs prioritaires retenus dans ce projet. Et l'un des temps forts de ces assises, c'est la signature des lettres d'entente qui définiront le cadre de collaboration entre les communes bénéficiaires, la NCB et la FCM pour une mise en œuvre efficace des services municipaux. La Ligue béninoise des droits des femmes apporte son soutien au gouvernement béninois dans sa lutte contre les violences basées sur le genre. Elle entend œuvrer davantage à rendre encore plus performant le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant nouvelle génération. Ceci à travers son projet plaidoyer national pour l'institutionnalisation et systématisation de collecte de données sur les violences basées sur le genre au Bénin. Le contenu, les objectifs et la feuille de route ont été dévoilés aux hommes des médias ce mardi. Ingrid Day. Plaidoyer national pour l'institutionnalisation et systématisation de collecte de données sur les violences basées sur le genre au Bénin. C'est le nouveau projet qui vient prêter main forte aux actions du gouvernement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Initiative de la Ligue béninoise des droits des femmes, ce programme vise à rendre encore plus performant le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant, nouvelle génération mise en place en 2019 par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Au niveau de notre base, nous apportons des informations sur les VBG, mais il reste encore des aspects peut-être qu'on pourrait aborder. Donc, à travailler ensemble, je crois qu'on y arrivera. Il faut les ressources pour poursuivre et intégrer ces indicateurs qui pourront donner plus d'informations sur les cas de VBG. Et c'est heureux que des structures telles que la Ligue se mettent également dans la danse. Seul, on ne peut pas aboutir à cet objectif de rendre définitivement fiable cette plateforme Sidofé. Et donc, chacun de nous ici présents, je crois que nous devons militer de telle sorte que cette plateforme soit connue effectivement. Avec le soutien des partenaires techniques et financiers tels que l'Agence française de développement, la Ligue béninoise des droits des femmes entend à travers ses plaidoyers inciter tous les acteurs à divers niveaux et décideurs à rallier cette cause commune et à œuvrer pour qu'une ligne budgétaire soit définie. Ceci
pour mener à bien les activités pouvant lutter efficacement contre les violences basées sur le genre au Bénin. L'objectif de ce plaidoyer est d'influencer les pouvoirs publics d'ici l'année prochaine afin qu'une ligne budgétaire soit mise dans les lois des finances afin que nous puissions améliorer le système déjà existant. Parce que quoi qu'on dise, pour améliorer ce système, c'est beaucoup de travail. Et pour le faire, il faut un financement. De façon spécifique, il s'agira de contribuer à la prise de décision politique sur la base d'analyses probantes des systèmes de collecte de données quantitatives et qualitatives. Pour combattre efficacement les violences basées sur le genre, il est indispensable de disposer de données quantitatives et qualitatives sur le phénomène. Dans le but de répondre à cette préoccupation, plusieurs activités sont mises en œuvre par la Ligue béninoise des droits des femmes. Au nombre de celles-ci, la campagne média digitale Comptez pour toutes et la marche de sensibilisation et de mobilisation sociale. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Nous vous remercions de l'avoir présenté, Florence Bossa. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Demain, c'est jeudi. Vous nous venez avec tout ce qui agite la toile. Ce serait Actu sur le net. Merci pour ce passage, Florence Bossa. Allez, l'information continue sur le plateau d'Actu Matin. On va installer Ali Moumouni et son invité. On parle sport. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Wahab. Allez, vous avez un invité ce matin, M. Jérôme Stéphane Tora, qui est le vice-président Match Pro. Monsieur Tora, bonjour. Bonjour, M. Wahab. Bienvenue, Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Ali Moumouni, d'entrée, nous avons un peu de tout pour la Coupe des éliminatoires mondiales 2026. Oui, on va commencer par les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour ainsi dire que les dernières rencontres de la 4e journée ont été disputées. C'était donc hier. Les rencontres ont commencé donc depuis mardi, lundi dernier et dimanche dernier, pardon. Et donc, à l'arrivée hier, toutes les rencontres ont été disputées avec assez, je dirais, fortunes diverses pour les différentes équipes. Dans le groupe du Bénin, il faut préciser tout simplement que l'Afrique du Sud a pris le dessus sur son adversaire du Zimbabwe. On vous présente le résultat de toutes les rencontres disputées. Hier, le Madagascar et le Mali se sont séparés 2-2, 0 but partout. Et puis, c'était le score identique entre la Côte d'Ivoire et le Kenya du côté du Soudan du Sud. Il faut noter la victoire simplement du Soudan face à son adversaire du Sud. Et donc, l'île Maurice a pris le dessus sur Eswatini 2-1. Le Tchad s'est incliné à domicile 2-0 face aux Comores. L'équipe du Lesotho, qui est dans le groupe du Bénin, s'est inclinée à domicile 1-0, c'était face au Rwanda. Le Cap-Vert a pris le dessus sur la Libye sur le même score. 1-0 également. Et puis du côté de la Zambie, les Chypriotes ont perdu face à la formation tanzanienne. 1-0. Et puis entre autres rencontres disputées, l'Afrique du Sud, comme je le disais tout à l'heure, qui a pris le dessus sur son adversaire, le Zimbabwe, 3-1. Toujours dans le groupe du Bénin, c'est qui change l'ossature de ce groupe au classement général pour la suite des rencontres disputées. La défaite, il faut noter la défaite donc des Seychelles, 3-1 face au Burundi. Le Cameroun et l'Angola se sont séparés 2-2, un but partout, alors que le Cameroun a ouvert le score très tôt dans cette explication. Le Gabon et la Gambie se séparent. Le Gabon s'impose à la Gambie 3-2. Et puis cette déculottée entre du Maroc, c'était face au Congo 6-0, s'il vous plaît, pour cette seule explication. Au niveau du groupe C, le groupe concernant le Bénin, notre pays bien entendu, et donc le Bénin est désormais 3e au classement général avec le même nombre de points que le premier et le deuxième, c'est bien sûr le Rwanda qui dépasse le Bénin avec son goal average de +1. L'Afrique du Sud 2e donc avec un total de 7 points plus 1 également, et puis le Bénin qui aussi totalise 7 points plus 1. Il y a donc le Lesotho qui est désormais 4e avec ses 5 points. Le Nigeria 3e et le Zimbabwe 2e. Pour la prochaine sortie, ce sera à partir de 2024. Mars 2024, le Bénin affrontera l'équipe du Zimbabwe en déplacement pour les rencontres de la 5e journée des 16 éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On revient maintenant à notre invité de ce matin, Monsieur Jérôme Stéphane Tora. Bonjour.
Bonjour Ali, bonjour Monsieur Wahab, bonjour chers téléspectateurs du Canal 3. Vous êtes le vice-président du club de sport d'entretien, comme on le dit souvent, sinon du sport. On parle de sport pour tous, pardon. Voilà. Et donc, Marche Pro, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va parler de cet événement, votre événement, la route des pêches à la marche. Nous sommes à environ 2 mois de la 8e édition et déjà, vous annoncez assez de surprises. Dites-nous où en êtes-vous par rapport aux préparatifs? Merci beaucoup Ali, merci de réveiller tout le pays autour de l'événement, puisque si vous nous invitez sur le plateau, c'est que vous adhérez à l'activité que mène l'association sportive. Justement, ça permet à tout le monde de pouvoir pratiquer le sport, ne serait-ce qu'une seule fois par an, pour ceux qui sont parfois sceptiques, de pouvoir se retrouver parmi des personnes qui ne connaissent pas, ou encore de faire du brassage, de participer au brassage, que ce soit culturel, puisqu'il y a aussi d'autres nations qui participent. Voilà, parce que la route des pêches à la marche, c'est une activité sport-tourisme. Et tel que vous l'avez dit, ça participe à l'inclusion sociale et à l'inclusion, quand je dis l'inclusion sociale, non seulement intérieure, mais fait également venir sur notre sol des partenaires, des clubs partenaires étrangers, que ce soit de la sous-région ou bien d'un peu partout dans le monde. Et les préparatifs, tels que vous voulez savoir, vont bon train. Les préparatifs vont bon train avec assez de surprises, beaucoup d'innovations. Et sur le plateau, nous allons appeler les uns les autres de commencer par se préparer pour qu'ensemble, on puisse vivre une belle fête de la marche sportive. Et quand on parle de surprises déjà, quelles sont les activités qui sont prévues? Beaucoup d'activités, beaucoup d'activités. Déjà, à partir du week-end prochain, nous avons à faire un déplacement à Dekungbe pour rencontrer les clubs, non seulement de Calavi, mais certains partenaires avec lesquels on veut mener une activité commune de marche dans le cadre de la route des pêches prochaine. Parce que les gens veulent savoir comment se comporter, comment agir, comment marcher pour pouvoir tenir sur les 32 km. Et toujours dans les préparatifs, nous serons en déplacement sur le Ghana, puisque un partenaire, El Fit to Work, nous a invités à participer à leur côté à la journée annuelle de la marche qu'ils organisent au Ghana. Et pour cette année, ils sont en train de marcher pour la paix. Et notre sous-région a besoin également de la paix, et participer à une telle activité, c'est contribuer également, ce que je dis, à l'inclusion des peuples. Justement, quand on parle du Ghana, sur les images certainement que la réalisation nous montrera, on verra des images quand même de cette 7e édition où le Ghana a participé. Les Ghanéens, on voit déjà le drapeau ghanéen qui flotte déjà dans les airs. Et donc les Ghanéens ont pris part à cette 7e édition au Bénin. Mais quand vous parlez de cette activité que vous voulez tenir ici même au Bénin pour montrer aux gens comment marcher, elle va se dérouler comment? Et déjà le samedi, très tôt le matin, nous allons nous déporter sur les jeux de Dekungbe. C'est un partenaire, notamment Jim j'oublie. Voilà, vous avez oublié. C'est un partenaire de taille, il faut dire. C'est un partenaire, c'est BM Jim. Voilà. Le club BM Jim de Calavi, en association avec Eben du campus d'Aboumé Calavi, qui souhaiterait que ensemble on puisse essayer de prendre le pas et pour pouvoir mieux se tenir sur le parcours, le 30 km de parcours de la route des pêches à la marche. Et nous voudrions quand même... Et ça partira d'où à où déjà cette... Et ça va être une marche sportive fermée. Ce n'est pas qu'on va quitter les Kungbe. Non, vous allez marcher. Nous allons marcher dans la zone et peut-être susciter beaucoup d'adhésion, parce qu'il s'agira de faire voir à tous les Kungbe, pourquoi pas, comment est-ce que participer à la marche contribue à notre bonne santé.
Et donc, pour cette 8e édition qui s'annonce, quelles sont les autres surprises qu'on peut... Les autres surprises, comme vous savez que nous avons commencé par, à l'arrivée, nous avons commencé par faire un spectacle. Il s'agit de la partie culturelle de la route des pêches à la marche pour pouvoir donner la chance à des artistes en herbe de s'exprimer. Ça va se poursuivre davantage cette année. Aussi, nous avons nous aurons à gratifier, à rendre honneur à certaines personnalités pour ce qu'ils font, leur disponibilité, leur accompagnement. Leur disponibilité, leur accompagnement et surtout pour tout ce qu'ils font pour le monde sportif au Bénin. Donc, il faudrait quand même leur reconnaître ça et venir quand même à cette activité, c'est également les soutenir, leur rendre gloire parce qu'ils méritent d'être soutenus. Alors, pour précision, Wahab, cet événement, la route de pêche à la marche, elle est un événement à but non lucratif organisé par un club de sport qui exerce bien sûr au stade de l'amitié générale Mathieu de Cotonou. Et donc, depuis plusieurs années, ça fait donc pratiquement 8 ans, avec la période de Covid y compris, donc on tend déjà vers la 9e année de cet événement qui se déroule, je dirais, périodiquement au Bénin. Le dernier week-end du mois d'août. Comment est-ce que vous réussissez à réunir les fonds? Bon, on compte sur nous-mêmes, sur les petites cotisations, les mobilisations que nous faisons. Nous tendons également, c'est le lieu de tendre la main davantage à d'éventuels partenaires pour nous soutenir, pour nous accompagner. Et demandons également aux partenaires qui peuvent s'annoncer parce que nous sommes en train de faire un déplacement sur le Ghana. Donc, si les gens sont de bonne volonté, ils peuvent nous accompagner, pourquoi pas soutenir le trajet, le logistique, etc. Voilà, pour que sur terre étrangère, on puisse sentir que vraiment le Bénin est descendu. Le Bénin c'est descendu. Vous voyez, le Ghana, quand le Ghana était là, les partenaires ghanéens ont été accompagnés. Nous avons une petite frustration quand nous étions à Grand Popo parce que ils avaient amené tout ce qu'ils doivent boire, vous voyez, alors que sur place, nous avons... C'est vous qui les accueillez. Voilà, sur place, nous avons de grosses structures pour le rafraîchissement et puis les gens se disent pourquoi ils avaient leur bouteille en main et ils sont à notre manifestation. Ils sont prévoyants. Voilà, ils sont prévoyants parce qu'ils avaient trouvé de partenaires pour les accompagner. Nous-mêmes, nous sollicitons, au travers de votre plateau de ce matin, nous sollicitons les bonnes volontés de voir comment est-ce qu'on peut appuyer pour être bien représentatif à l'extérieur. De toutes les façons, le sport pour tous est ouvert à tout le monde. L'événement La Route des pêches à la marche, il est ouvert et gratuit, la participation bien entendu. Et donc pour toute personne qui désire participer à cet événement, prenez le rendez-vous, ce sera lors du dernier ou bien le deuxième week-end. Le dernier week-end du mois d'août. D'accord, de chaque année. Allez, M. Toha, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre mot de fin. Merci à Ohab, merci à Ali. Oui. Je t'ai Ali sur le plateau. C'est bien ça. Merci beaucoup à Canal 3 à chaque fois de nous ouvrir ses portes pour venir nous annoncer, nous prononcer et inviter et tout le monde à se mettre au sport puisqu'il est décrété que le Bénin sera sportif d'ici là. Participons ensemble à rendre le Bénin sportif, à rendre les Béninois en très bonne santé. De toutes les façons, vous prenez le rendez-vous pour la prochaine édition de la route des pêches. Et là, voilà, de la route des pêches à la marche. Et bien entendu, on va poursuivre toujours notre tour d'horizon de ce matin avec les rencontres de la 21e journée de la Super Ligue professionnelle du Bénin. Elle démarre donc ce soir avec déjà la rencontre qui aura lieu du côté de René Pleven entre l'association sportive de Cotonou et Dadje FC. C'est à partir de 16h. Ayema accueillera donc de ce côté l'association sportive Takouné de Kandi. Banigansé jouera contre l'équipe des Dragons FC de l'Ouémé. On aura l'explication entre l'Union sportive des Cavaliers de Niké, la jeunesse sportive du Pobé. Coton FC accueillera Aouida, Espoir FC de Savalou. Dynamo FC d'Abomey jouera contre Aspac. Loto Popo accueillera
les requins de l'Atlantique. Et pour finir, Soubouma Sport sera l'adversaire donc de Damissa. Wahab, voici l'essentiel de la page sport d'aujourd'hui. Ali Mouni, merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Stéphane Toha également. Mesdames, Messieurs, on va parler économie tout à l'heure. Jacques Degbé, notre collègue spécialiste maison en économie, nous appelle depuis Parakou. Avec lui, nous allons voir l'influence de la saison pluvieuse sur les activités économiques dans la ville de Parakou, département de Borgou. C'est juste après ce rideau publicitaire. Coucou mes Marios, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on décroche le coup de fil de notre spécialiste maison en économie, Jacques Degbé, depuis Parakou. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Wahab Ali Kwara, bonjour Ghana. Eh bien, le littoral et l'Atlantique ont été arrosés hier nuit de la pluie, par la pluie, j'allais dire. Et comme c'est la saison dans le département du Borgou également, c'est la saison pluvieuse, la ville de Parakou. Si c'est une bonne nouvelle pour peut-être les producteurs agricoles, ce n'est pas le cas pour les commerçants, ceux-là qui doivent faire face aux réalités des changements climatiques. Dites-nous, Jacques Degbé, quel est actuellement le constat qu'on fait sur le terrain à Parakou? Oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres, à ton coutume de dire. Moi, je vais investir un peu ce matin pour dire le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres parce que, et vous l'avez si bien dit, si les agriculteurs, eux, jubilent depuis le début de la saison pluvieuse parce qu'ils ont de la pluie pour semer et c'est plutôt la grise mine chez les commerçants. Les pluies perturbent sérieusement les échanges commerciaux ici à Parakou, du grand marché à Zeke à ceux de Guéman, Dépôt, Zongo, en passant par le marché Rose-Croix ainsi que les marchés secondaires. Ce sont quasiment les mêmes cliqueurs à chaque fois que les nuages se forment au ciel. Ça devient un casse-tête pour notamment nos mamans qui étalent leurs marchandises aux abords des rues ou dans les hangars de fortune. Le spectacle est le même à chaque saison pluvieuse. Des marchandises mouillées, des commerçants installés près des ordures, de la boue également, des eaux souillées, tout le long des marchés, le tout pour un environnement pas du tout beau à voir. La situation est presque identique pour les petits commerçants installés le long des trottoirs, car il faut le dire, malgré les opérations de libération de l'espace public, les populations reviennent toujours recoloniser cet espace. La conséquence de tout ceci est que les affaires prennent très souvent un coup pendant cette période de pluie. D'abord que les commerçants enregistrent des pertes à cause des marchandises mouillées, la clientèle aussi se fera diminuer un peu à cause de
ces affres du climat. Bref, Wahab, c'est le constat ici dans les marchés de Parakou en cette saison des pluies. La saison pluvieuse arrive comme un calvaire pour les commerçants de la troisième ville à statut particulier du Bénin parce que les marchandises sont souvent mouillées, les maïs, piments, tomates, les tenues également vestimentaires et tout ce que vous savez qu'on peut retrouver dans un marché. Alors Jacques Degbe, ce n'est visiblement pas la bonne nouvelle pour ces commerçants. Alors après cette description que vous faites, est-ce que vous sentez que les commerçants prennent des dispositions? Comment ils gèrent cette situation pour se protéger eux-mêmes et protéger également leurs marchandises? Des dispositions précaires, peut-on dire, puisque généralement, ils utilisent des sachets pour se protéger les marchandises de la pluie, ce qui est loin d'être suffisant. Certains sont obligés d'attacher leurs produits dans des sacs, dans des petits colliers à chaque goutte de pluie, ce qui constitue là aussi un véritable casse-tête, puisque pas plus tard qu'hier mardi, il y a eu une grosse pluie ici à Parakou, et quand on va entrer dans le mois de juillet et le mois d'août également, ces pluies seront plus régulières, elles deviennent quasi quotidiennes. Certains commerçants utilisent des parapluies, d'autres qui ont des hangars, notamment dans les marchés primaires à l'image d'Arzeke, Dépôt, Guéma, Rose, Croix et Zongo, rangent ces marchandises dans ces hangars, même si nous ont-ils confié les trottoirs, du moins c'est les toits de ces hangars construits soit par la mairie, soit par le gouvernement, sont souvent troués. Vous l'avez compris, chacun se débrouille comme il le peut pour se protéger ses marchandises à chaque fois qu'il pleut. Mais ces dispositions sont encore loin de régler le problème. Je précise au passage que les commerçants eux-mêmes en sont pour quelque chose. La plupart se refusent de s'installer, de rester dans ces hangars construits en bonne et due forme. Ils veulent rester aux abords des voies pour, disent-ils, être au contact direct des clients. Conséquence, ces hangars ne sont que des lieux de stockage. Certains sont même parfois vides. D'accord. Alors, on note que ce n'est vraiment pas facile pour nos commerçants à Parakou. Mais est-ce que vous sentez, Jacques Degbe, que l'action gouvernementale apporte une bouffée d'oxygène à ces acteurs, je dirais, du monde commercial? Je fais allusion à ces travaux qui évoluent dans la ville de Parakou concernant la construction des marchés modernes aux normes internationales. Oui, affirmatif, Wahab, il y a un marché de type moderne qui est en train d'être construit ici, un peu comme cela se fait dans plusieurs autres villes à travers le pays. Et le moins qu'on puisse dire est que les travaux évolue à grands pas. On a eu l'annonce faite par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sabzi Alimentou Assouma, la dernière fois, qui précise que d'ici la fin de l'année, ces marchés pourront donc être mis en service et que les populations, les commerçants pourront donc intégrer ces marchés. Ici, à Parakou, on a un seul marché qui est en train d'être construit, c'est au quartier Guéma, dans le 3e arrondissement de la ville. Et il faut dire que j'ai quand même pu faire le constat sur place. Les travaux avancent pas mal et normalement, d'ici la fin de l'année, eh bien, ça devrait pouvoir être inauguré, mais c'est loin, vous l'avez dit, c'est une bouffée d'oxygène, c'est loin de pouvoir combler les attentes, les grandes attentes des populations, mais ça va déjà régler une partie du problème, ça va permettre à ce qu'on ait un marché de type moderne, les populations pourront donc être protégées, les commerçants pourront être protégés à chaque fois que la pluie s'annonce parce que tout est couvert, tout est beau, tout est vraiment moderne pour permettre à ce que les populations puissent véritablement intégrer ces centres commerciaux-là avec la paix du cœur, sans craindre les aléas du climat. Donc, ces marchés entièrement modernes font partie du vaste projet de construction de 35 marchés urbains régionaux, ainsi qu'inscrit dans le programme d'action du gouvernement, le PAG 2026-2021. Les travaux ont été lancés courant 2019 et sont donc en train de s'achever. Parakou peut être donc fier d'être sur la liste des villes bénéficiaires de ce type de marché, mais comme je l'ai dit, ça reste insuffisant. Cela voudra dire que dans les marchés qui existent déjà, Zongo, Arzeke, même au niveau de
le Guéma également, Rose Croix au quartier Banikani. Il faut réflexionner peut-être les ouvrages qui sont déjà un peu, je vais dire, vétustes, et également sensibiliser les populations sur le fait qu'ils doivent intégrer les hangars, parce que je l'ai dit tantôt, la plupart de ces commerçants n'aiment pas rester sous ces hangars, ils préfèrent rester aux abords des voies, malgré les risques d'accident, malgré également les risques liés aux aléas climatiques. Alors, Jacques Degbé, sur cet aspect d'installation, je dirais, aux abords des voies, parce que vous avez souligné que les commerçants souhaitent être beaucoup plus au contact direct avec leurs clients. Est-ce que vous sentez une action de la mairie, ne serait-ce que des exercices de sensibilisation pour que ces femmes retournent, je dirais, à l'intérieur des marchés construits? Ça a été fait à plusieurs reprises, notamment lors des opérations de libération de l'espace public. Le préfet, le maire, le conseil communal, ils étaient tous sur le terrain pour faire comprendre à ces commerçants la nécessité d'intégrer les hangars. Vous savez, généralement, il va dire en griffe, on est têtu, on n'aime pas écouter, on n'aime pas véritablement mettre en pratique les injonctions des autorités. Et malheureusement, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, ces commerçants sont progressivement revenus aux abords de cette trottoir. Bref, ils ont des comportements qui ont la peau dure. Alors, on va évoluer, n'est-ce pas, en restant bien entendu sur les marchés, puisque nous parlons marché aujourd'hui. Il y a quelques semaines en arrière, Jacques Degbé, le prix du marché faisait, je dirais, gueuler les clients et autres consommateurs, mais on a noté ces derniers jours une baisse sur certains marchés ici dans l'Atlantique et le littoral. Est-ce que cette réalité est vécue également dans le Borgou, notamment à Parakou? Oui, c'est une réalité également ici à Parakou et dans le septentrion et de façon générale. Ouf, de soulagement, peut-on dire, pour les vendeurs et consommateurs de maïs et de ces produits dérivés après plusieurs semaines de flambée et des prix de cette denrée très prisée au Bénin. On note une baisse des prix sur le marché. Le constat est réel dans plusieurs localités du pays, du nord au sud. Et selon le tableau actualisé des prix des produits de grande consommation publié par l'INSTA de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Et une équipe, par exemple, de la rédaction de Fraternité FM est allée faire le constat sur place ici à Parakou, dans nos différents marchés. Et le constat est réel. Selon le constat fait sur le terrain, la bassine de maïs, autrefois cédée à 9 000 francs CFA, est maintenant disponible à 8 000, voire 7 500, ce qui suppose qu'on a une baisse de 1 000 francs à 1 500 francs CFA par endroit. Un changement très apprécié parmi les consommateurs qui ont toujours crié leur ras-le-bol par rapport à cette flambée du prix du maïs. Donc même si le prix reste relativement élevé, parce que 8 000, 7 500, c'est pas aussi facile pour le Béninois lambda, mais c'est déjà un ouf de soulagement comparé au prix de 9 000, 10 000 il y a encore quelques semaines, quelques mois. Donc on peut répondre par l'affirmatif et dire que ici à Parakou et dans le septentrion de façon générale, le prix du maïs a connu une légère baisse. Allez, on va souhaiter que le prix baisse davantage au grand bonheur des consommateurs. Jacques Degbé, merci beaucoup. Merci, très bonne journée à vous. Allez, bien de choses aux populations de Parakou. Je rappelle que vous êtes dans le département du Borgou, notre confrère, sinon notre collègue spécialiste maison en économie. Merci pour ce passage. Eh bien, l'actualité se poursuit ici sur le plateau d'Actu Matin. Comme vous le savez, la crise entre le Bénin et le Niger continue de secouer la toile. Les artistes, les hommes des médias, de même que les promoteurs culturels se sont mis dans la danse à l'effet de travailler pour le rapprochement des deux nations avec une chanson. Ça nous permet de faire venir par ici des artistes qui ont fait une production pour toucher la sensibilité, dois-je dire, des responsables de ces deux pays. Après cette transition, nous sommes avec les artistes. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer.
vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Alors, comme je l'ai annoncé, nous sommes avec les acteurs du monde culturel. Bourou Ousmane, bonjour. Bonjour. Allez, je rappelle à l'état civil, vous êtes Assouma Bourou, c'est bien ça, c'est bien ça. Hein? Exactement. Voilà, vous êtes artiste chanteur, vous êtes promoteur culturel. Merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. Et puis cette belle dame qui est à ma droite, Fifame, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. À l'état civil, on vous appelle comment? On m'appelle Fifame Benoît Demaoukanti. Très bien. Bienvenue, bienvenue sur le Merci plateau d'Actu Matin. Allez, vous avez décidé de vous mettre dans la danse comme ça, au regard des réalités qui sont celles du Niger et du Bénin. On sait que les deux pays n'ont pas, je dirais, une bonne santé en termes de coopération ces derniers temps. Ça vous préoccupe, vous, Ousmane? Oui, oui, naturellement. Comme tout bon citoyen, quand il y a des difficultés dans ton pays, cela doit te préoccuper. Donc, c'est pourquoi, puisque ça a perdu, et la diplomatie est en train de faire son... la diplomatie joue son rôle. Oui. Mais nous aussi, en tant que paroliers, en tant que leader de l'opinion, je vais dire, nous avons un grand rôle à jouer. Nous avons un grand rôle à jouer dans cette crise-là. Donc c'est pourquoi on a réfléchi rapidement à faire quelque chose, c'est-à-dire ce son qu'on a sorti, pour, on dit la musique apaise les mœurs, mais la musique aussi perce les frontières. D'accord. Donc puisqu'il s'agit des frontières, et on sait qu'avec cette musique, on peut faire grandes choses. Donc voilà. Alors Fifame, vous concrètement, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre, je dirais, l'équipe? Vous savez, j'ai toujours voulu prêter ma voix pour des bonnes causes. D'accord. Et je pense que quand on m'a invité sur le projet, je me suis dit, mais vas-y, parce que tu veux ça, tu veux faire ça pour ta carrière, tu veux faire ça, c'est l'un de tes objectifs, c'est l'une de tes motivations, donc vas-y. Donc je me suis dit, allez, prête ta voix pour la paix, prête ta voix pour l'union, prête ta voix pour l'entente, et voilà, c'est pourquoi je me suis donnée à ce projet. D'accord. D'ordinaire, vous-même, vous faites quel genre de musique? Je suis dans une musique moderne d'inspiration traditionnelle. D'accord. Et je fais de l'afro-jazz, afro-blues, tout ce qui est afro autour. D'accord. Alors, Bourou Ousmane, il n'y a pas que Fifame qui soit dans l'équipe avec laquelle vous travaillez. Comment les choses se sont déroulées pour, je dirais, mobiliser les uns et les autres pour la production? Merci. Quand le projet a été pensé, tout de suite, j'ai un contact, un grand artiste au Niger. Donc, je l'ai touché. Oui. D'abord, dans le lot des artistes, d'abord les Nigériens, j'ai touché en premier. Et quand j'ai touché, il s'appelle Aziz Tony. Quand je l'ai touché, il lui ai parlé du projet. Tout de suite, il a épousé mon idée. Il était content parce qu'il disait qu'il fallait ça. Il fallait ça. Donc, par lui, j'ai pu toucher les autres artistes du Niger. D'accord. Donc, quand j'ai eu les cutus, vers le Bénin, j'ai aussi touché le manager de Fifame, j'ai Barasuno, Amimako,
Et moi, quand j'aborde ce sujet avec un artiste, tout de suite l'artiste est d'accord, parce qu'il fallait ça. Donc les Nigériens se sont déplacés et du Niger via Burkina, parce que les frontières sont fermées, donc on se comprend. Donc via Burkina, ils sont venus à Parakou et tout s'est passé dans mon studio. Donc avec Fifi Fender qui est venu de Cotonou et pour l'arrangement. Et en ce qui concerne le clip vidéo, c'était Marco Polo. Donc l'équipe s'est réunie et après quelques séances de travail, d'arrangement, nous sommes rentrés comme ça en studio. Et une fois en studio, les idées ont commencé par pleuvoir. C'était pas facile, mais c'était beau. D'accord, comme le disait Bourg-Soumane, ce n'est pas facile travailler en équipe, surtout quand ce n'est pas sa propre production du texte, c'est-à-dire c'est pas soi-même qui a écrit le texte et autres, c'est difficile, et surtout des artistes avec lesquels on n'était pas forcément habitué. Comment, je dirais, est-ce qu'il faut parler de duel, cette cohabitation s'est passée? La cohabitation était, comment je vais dire, impressionnante. Impressionnante dans le sens où tout le monde était ouvert d'esprit, tout le monde était chaleureux, tout le monde était généreux et chacun voulait donner et en même temps amener l'autre à donner le meilleur de lui. Donc c'était plus ou moins agréable, hein? C'était bien, on s'est bien entendu et c'était génial. D'accord. Alors dans le travail d'équipe avec les amis du Niger et autres, est-ce que vous avez vraiment senti, je dirais, une réelle volonté de travailler à ce rapprochement entre les deux peuples? Je vais dire même qu'ils étaient plus chauds que nous. Oui. C'est ça. Ils étaient plus chauds. C'est pourquoi je dis, dès le premier jour, j'ai contacté le premier artiste, il m'a dit waouh, il nous fallait ça. Donc ils étaient vraiment chauds. Oui. Ils sont même venus avant, même ceux de Cotonou à Parakou. Donc ils étaient vraiment d'accord et sincères. Et dans le truc, je vais vous dire, depuis que la chanson est sortie, la chanson est même sortie chez eux avant chez nous au Bénin. C'est ça. Dès que l'audio est sorti et que j'ai envoyé, avant que nous on ait publié déjà l'audio chez eux, ça a déjà commencé. Et c'est même depuis les forums de là-bas que les Béninois ont reçu le son. D'accord. Alors, si ça a bien commencé de l'autre côté, on va essayer de voir comment ça va commencer sur le plateau ici. On va faire un tour à la régie, n'est-ce pas, pour savourer ne serait-ce qu'une séquence de ce travail d'équipe, n'est-ce pas, entre Béninois et Niger, et les amis du Niger, n'est-ce pas, à l'idée de voir les deux peuples, je dirais, harmoniser leur point de vue dans la situation qu'ils traversent. Malgré la levée des sanctions de la CEDEAO, en bloquant le pétrole nigérien sur son sol, le Bénin le Niger maintient le blocus avec le Bénin. La frontière entre le Bénin et le Niger, ces marchandises vont pouvoir désormais transiter. Bénin ka Niger Guiandi, Baguenamo, Mabano Sinamo. Bénin Niger, un peuple fait dans l'histoire, unis la main dans la main, non à la division. Bénin Niger, un peuple fait dans l'histoire, ouvrons nos frontières pour le bonheur de nos peuples. Bénin Niger, un peuple fait dans l'histoire, unis la main dans la main, non à la division. Hey, mana. الأزل كنسان إقوى مكي بمتقشن قردما باتقان مو داريا مكي سيقا وتسابوا منفارق قردما كوم زمن ميسلو مميد كومي با كومي دان يار الزام Nos nations sont liées par l'histoire. Bénin, Niger, ouvrons les frontières. Nous avons besoin des ponts et non des barrières. Que nos différences soient des forces à célébrer. Albasa Karigowan, Sanije Kananofa, Agbado Kanije Gowan, Sabenegana Nachiga, Benegana Kwe, Nijegana Kwe, Usawara Fote. Wahini Yoferi, Irikuru Mamakane. Emete. Bénin Niger.
l'histoire, unis la main dans la main, non à la division. Bénin, Niger, un peuple frère dans l'histoire, ouvrons nos frontières pour le bonheur de nos peuples. Niger, Bénin, Robaï, il coule la faux, Cataligo, il me caille gansé. Niger, Bénin, Robaï, il coule la faux, dans ma salago, il me caille bonza, fonda féri. Illo imame rappe, potolo woni chak mede, hana file jono, Niger et Bénin no goto, Niger et Bénin no goto. Tuba kope, hili sendi, miche toten, dendira komen, tuba kope, hili sendi, miche toten, dendira komen. C'est vraiment trop beau pour durer. On a bien envie de continuer, n'est-ce pas, à savourer ce morceau. Alors, quelle portée vous avez vu avoir votre, je dirais, votre morceau, votre travail? Est-ce que vous avez senti l'impact que cela a jusque-là? C'est vrai que c'est lancé il n'y a pas trop longtemps, mais comment vous arrivez à quantifier ce qui a été fait jusque-là? Moi, je suis carrément surprise parce que je vois sur YouTube, sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'a contacté depuis la Suisse, un ami à moi. Il m'a dit, j'ai vu tel lien dans tel groupe et il y a mes amis qui te félicitent, qu'ils vous félicitent pour le message que vous passez. Je me suis demandé, mais on n'a pas encore lancé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En résumé, les voisins du Niger vous ont précédé. Oui, ils nous ont précédé. C'est allé super loin. Très, très loin. Vraiment... Le clip est sorti le samedi seulement. Vous allez voir sur YouTube le nombre de vues. Ouais. Bien que ça a été partagé par plusieurs, sur plusieurs liens, vous allez voir, c'est des milliers de vues en 3 jours. D'accord. Ça a pris. D'accord. On a noté plusieurs langues à utiliser, hein, puisque c'est deux peuples voisins, deux peuples frères, n'est-ce pas, où il y a plusieurs ethnies, plusieurs langues. J'ai cru avoir noté le fond, le Bariba. Le Bariba, le Dendi, le Djerma, le Hausa, le français. C'est ça. Oui, tout ce mélange. On a utilisé cette langue. Oui. D'accord. Alors je reviens vers vous, Tutane. Est-ce que vous pensez que cet effort fait aura vraiment un effet sur les dirigeants de deux pays de manière à ce que tous travaillent à harmoniser, je dirais, leur point de vue pour la coopération entre les deux pays? J'ai foi et j'y crois fermement. Parce que avant d'être autorité, avant d'être dirigeant, ils sont d'abord des humains. Donc je pense que l'humain, la parole, l'humain, le sentiment, l'émotion, l'humanité, l'harmonie, la paix, je pense qu'ils vont primer ce côté humain-là d'abord, avant même de penser qu'ils sont présidents, avant même de penser qu'ils sont dirigeants ou autorités. D'accord. Donc j'y crois fermement. D'accord. Alors vous, Ousmane, est-ce que vous avez pratiquement la même lecture des choses que FIFA met depuis que je vous écoute, mais vous avez dit la musique adoucit les mœurs, n'est-ce pas? Vous sentez que ça aura vraiment d'impact sur les deux dirigeants? Oui. Dans l'ancien temps, quand deux royaumes rentraient en conflit et que la diplomatie échouait, c'est les griots qui tranchaient. Donc nous jouons le rôle des griots ici. Et les griots par leurs paroles, des griots modernes, et par leurs paroles touchaient les deux antagonistes. Voilà, les deux antagonistes. Et nous sommes fiers et nous sommes sûrs que le Bénin et le Niger, les deux dirigeants, sont en train de nous écouter. Ils sont en train de nous écouter parce que nous avons porté la voix du peuple. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, quand Dieu parle, l'homme exécute. Cette chanson va apaiser les cœurs et vous verrez, d'ici quelques semaines, les frontières seront ouvertes et la circulation va commencer. D'accord. Ça c'est votre souhait. Je précise que c'est le souhait de beaucoup de personnes, aussi bien au Bénin ici que de l'autre côté vers le Niger. Allez, FIFA, mais votre mot de conclusion. J'appelle à la paix simplement. La paix dans les deux pays. Il ne faut plus que les frères nigériens et les béninois se déchirent. On ne veut pas ça parce que je lis des fois sur les réseaux. Il y a nos frères béninois qui disent c'est vous vos dirigeants qui font ci, et puis les autres aussi disent non, c'est vous vos dirigeants, on ne veut pas ça. Vous êtes nos frères, vous êtes
nos soeurs, vous êtes nos mamans. Je crois qu'à l'étape actuelle, il ne s'agit pas forcément de dire qui a raison, qui a a tort. Raison. Voilà, on ne veut pas ça. On veut juste qu'il y ait de l'entente, qu'il y ait l'union, qu'il y ait l'harmonie dans cette deux peuples-là. Et c'est tout. Allez, de Ousmane. Je vous remercie, journaliste, parce que quand on a fini le travail, c'est vous vous êtes approprié cette initiative et c'est lancé. Je vous remercie sincèrement. Mon téléphone ne fait que sonner. Et quand ça sonne, c'est interview. Depuis samedi, vous êtes en train de faire un travail formidable. J'ai entendu quelqu'un dire les journalistes font quoi? Par rapport, les artistes sont faits pour eux, les journalistes font quoi? Ah, les journalistes, c'est grâce à eux, vous êtes en train d'écouter ce qu'on a fait en studio. Ça, je vous remercie. Peut-être que ceux qui le disent aussi ne suivent pas les radios et les télévisions, voir les débats qui se font et les démarches des acteurs des médias. Sincèrement, je vous remercie. Je vous remercie sincèrement. Continuez à nous soutenir dans ce sens et je suis sûr qu'on va gagner. Les deux pays vont gagner et la paix va revenir entre les deux pays frères. Donc, je prie à travers ce canal, nos deux chefs à se voir sur un terrain neutre et s'entendre pour le bonheur des deux peuples que nous sommes. D'accord. Alors, Fifamé, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. Assouma Bourou, alias Ousmane, n'est-ce pas? Merci également d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. On va vous accompagner avec cette réalité qui est celle, je dirais, de nos populations, notamment les femmes et les jeunes filles de Cotonou. Ces produits décapants, n'est-ce pas, qui font grossir aussi bien les seins que les fesses. Ça a d'impact négatif sur la santé, mais dans la rubrique « Ce que je ne comprends pas », nos concitoyens ne comprennent pas pourquoi, malgré le danger, bien entendu, les femmes continuent d'utiliser ces produits. Coucou mes Warriors. Alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologie. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer.
vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Bonjour à tous, c'est l'heure de nos discussions de ce matin et on évoque l'actualité avec les derniers développements de la situation entre le Bénin et le Niger. En fin de semaine écoulée, le procureur spécial de la Criette, Mario Metonou, était face à la presse, n'est-ce pas, pour nous présenter une situation de 5 Nigériens en situation irrégulière, donc, qui ont été interpellés sur le site d'exploitation du pétrole brut à Semepodi. L'affaire a fait jaser dans les deux capitales, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on évoque cette actualité avec bien entendu la démarche des artistes, eux qui sont rentrés dans la danse à l'effet de travailler pour le rapprochement des deux États, de manière à ce que les deux États donc améliorent leur collaboration, leur coopération. Il y a également cette timidité de la CEDEAO dans cette crise qui secoue le Bénin et le Niger. C'est donc les 3 panels que nous allons décliner tout à l'heure avec Eric Guédénon. Bonjour. Bonjour, Clécan William. Bonjour, Franck Aounou. Eric Gaba. Allez, bonjour les gars. Franck Aounou, comment vous voyez les choses? D'abord, cette démarche des artistes dans la situation qui prévaut entre le Bénin et le Niger. Dans une crise qui perdure et dont personne ne peut imaginer l'issue, dont personne ne peut présager de l'issue, je pense que nul ne sera de trop dans la recherche de solutions pour essayer de dégeler la situation. Des artistes qui s'invitent dans une situation, disons, à 1000 facettes, je me demande si les autorités du côté du Niger ainsi que celles du côté du Bénin vont vraiment percevoir le sens de ce message qu'envoient les artistes. Je pense que ce soit les journalistes, les religieux, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour essayer de trouver des solutions à cette situation-là. Parce qu'en réalité, vous voyez ces artistes qui viennent de passer, quand la frontière est fermée, ils ne peuvent pas aller prester au Niger. Parce qu'ils avaient l'habitude de s'appeler, quand il y a une manifestation là-bas, ils s'invitent mutuellement pour dire, écoutez, mes frères, j'ai un truc ici, je t'invite, et même si c'est de petits cachets, ils empochent cela pour leur bien. Aujourd'hui, ça n'est pas vraiment possible pour ces artistes-là de se déplacer vers le Niger, ou ceux du Niger de se déplacer vers le Bénin pour faire quoi que ce soit. Donc tout le monde est compris entre le marteau et l'enclume. Donc le dernier des Béninois, le dernier même des Nigériens doit s'intéresser à cette crise. Donc un artiste, vous voyez, c'est quelqu'un dont la voix porte très loin, qui passe des messages qui traversent même les frontières. Malgré la fermeture des frontières, vous avez vu que le disque est passé, en tout cas la chanson, elle passe
au Niger et passe ici. Ça veut dire que là où il y a des barrières, la musique peut trouver son passage. Alors, donc, je pense que c'est un message assez fort. Alors, Éric c'est une bonne Guédénon, initiative. des médiateurs, je dirais, indirects, mais audibles, s'il faut dire les choses ainsi. Absolument, vous savez ce qu'on dit, il faut un peu de tout pour faire un monde de paix. Mais dans cette crise qui secoue les deux pays, la musique peut certainement jouer un rôle. Nous savons que c'est un outil assez important de cohésion, d'union, n'est-ce pas, entre les peuples. Vous savez qu'avec la musique, avec l'émotion que cela dégage, ça touche des masses, cela peut réveiller une certaine sensibilité et peut-être amener des personnes avisées à changer de position, à prendre de bonnes décisions. Ça me fait penser aussi également au football, à qui on attribue également ce même principe de pouvoir jouer ce rôle catalyseur, à mobiliser les gens, à rapprocher les gens, qui me fait en même temps penser à notre histoire qui est un peu assez légendaire en ce qui concerne la conférence des forces vives de la nation. Serait venu d'un match que suivait le général Mathieu Kérékou au stade, il voyait les jeunes sur le terrain, il disait à ses collaborateurs, écoutez, nous n'avons pas le devoir de sacrifier cette jeunesse. C'est peut-être pas le seul aspect déterminé, il y a peut-être encore d'autres détails qui ont contribué à la tenue de cette conférence, mais c'est quelque chose, voyez-vous. Donc je pense aussi que avec l'initiative de nos artistes, que ce soit d'ici ou du Niger, cela peut contribuer, n'est-ce pas, à changer la donne, à changer la position des uns des autres. Et il faut vraiment la musique adoucit les mœurs. Vous attendez à ce que vraiment cela fasse effet, que cela touche la sensibilité des dirigeants des deux pays? Les notes sont sensibles et elles ont la capacité de toucher les cœurs. Moi, j'encourage vraiment ces artistes pour le message, pour l'initiative. Ils sont souvent des prestataires, ils servent souvent toutes les causes, parfois celles que nous déplorons aussi par endroits. Les voilà en train de soutenir une cause à leur initiative propre qui est d'autant plus noble que c'est un souhait général des Nigériens, des Béninois et plus au-delà des Africains en général et pourquoi pas de tous les amis de la paix dans le monde. Donc c'est une cause mondiale, c'est une cause universelle qu'ils sont en train de soutenir. Ils appellent à l'empathie, ils appellent à l'indulgence, ils appellent aux bonnes valeurs de tous les gouvernants, de tous les acteurs à un niveau ou à l'autre, au niveau du Niger comme du Bénin, pour une bonne prise de décision. Je crois que c'est louable ce qu'il fait. Pensez-vous, Iloé Gaba, que cette musique, cette chanson, tournée, réalisée en collaboration avec les frères du Niger, aura un effet, un impact sur les autorités des deux pays? Sinon, vous attendez à quoi? Je ne le pense pas, mais j'en suis convaincu. Convaincu en ce sens que ça peut ne pas avoir l'impact à 100%, mais ça doit toujours toucher. Vous savez, le chanteur, il est comme le griot. Le griot, à côté des autorités, joue un rôle assez important. Quand l'autorité, parfois, a tendance à affaiblir, le griot est là pour lui chanter la force, la bravoure de ses ancêtres. Quand l'autorité a tendance à prendre des décisions qui n'arrange pas toujours le peuple, le griot est là pour lui raconter, pour lui chanter la clairvoyance de ses ancêtres. Du genre, il faut suivre la voix des aînés. Le chanteur aujourd'hui, quand vous voyez déjà dans sa vision, il utilise des mots. Les mots ont une portée, ont des vibrations. Il utilise des sons, des instruments qui ont été joués, qui ont aussi des vibrations. Et maintenant, à ceci, quand nous prenons le cas typique de cette chanson, on y ajoute les langues parlées. J'ai entendu du Dendi, j'ai entendu du Zerma, j'ai entendu du Bariba, j'ai entendu du Hausa et d'autres langues que je mets du fond aussi, et d'autres langues peut-être que je ne maîtrise pas. C'est la preuve que ces artistes ont compris l'enjeu qu'il y a actuellement. Ce clip, par exemple, je ne l'ai pas eu par des amis du Bénin. Le premier qui me l'a envoyé de l'Espagne. Ça m'a touché. Et je me suis dit, voilà la diaspora nigérienne qui est en Espagne et qui suit de très près la situation entre le Bénin et le Niger. Observez un peu ce qui se passe souvent chez nous en période électorale. Je veux parler du cas du Bénin.
Même quand on sent qu'il y a des tensions de part et d'autre à la veille des élections, il y a une chanson dont vous vous souvenez tous, car nous sommes les mêmes du nord au sud. Vous voyez, quand cette chanson commence par siffler, tout le monde s'apaise et on se dit, c'est vrai, le nord, le sud, c'est pareil. L'est, l'ouest, c'est pareil. C'est la force de la chanson. Donc je pense que ces artistes du Bénin et du Niger, ils ont bien fait d'ailleurs de faire ce mélange-là, parce que ce mélange leur permet de toucher les populations à la base. Parce que l'essentiel, ce n'est pas la crise entre les autorités, mais c'est la crise qui actuellement impacte la vie, le vivre ensemble des deux communautés du Niger et qu'il du faut Bénin. travailler. Alors, puisque nous parlons de l'évolution, les derniers développements les derniers développements dans la situation, je vous invite à suivre cet élément une fois de plus, n'est-ce pas, cet élément du procureur spécial de la Criette qui nous fait le point de ce qui s'est passé, je dirais, sur le terminal de Semepoji. Le 5 août 2019, la République du Bénin a conclu avec la société West African Oil Pipeline, en abrégé WAPCO, un accord relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Cet accord, qui vient à la suite de diverses conventions passées avec la République du Niger, définit les conditions de construction et d'exploitation du pipeline devant permettre l'acheminement vers les marchés internationaux du pétrole brut du Niger par les côtes béninoises. L'article 29.6 de l'accord prévoit que l'État béninois autorise les autorités publiques nigériennes à accéder au compteur du terminal si, dans le terminal de la société WAPCO Bénin, à Semekoji. Le 3 juin 2024, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de la République du Bénin a confirmé à l'administrateur général de WAPCO Bénin l'engagement de la partie béninoise à respecter les accords conclus, mais a clairement indiqué que pour des raisons de sécurité, elle procéderait de manière encore plus avisée à la vérification de l'identité des personnes devant accéder au site. Dans la soirée du mercredi 5 juin 2024, des informations de sources dignes de foi qui me sont parvenues ont fait état de ce que des personnes se sont frauduleusement introduites sur le site de la station terminale de WAPCO Bénin à Semekoji. Des investigations menées sur place. Il ressort ce qui suit. 5 ressortissants nigériens se sont introduits sur le site sans décliner leur identité. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois a exprimé de vives préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué tous être des employés de WAPCO Niger dont ils arborent les badges et précisé qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site. À l'étape actuelle, l'enquête a formellement établi qu'au moins 2 parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Ces personnes se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause, dans un contexte où des informations récurrentes font état de la planification d'atteinte à la sécurité de l'État du Bénin. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête.
Allez, le procureur spécial de la Criette, Mario Metonou, qui propose d'apporter plus de détails si les choses évoluent. On sait que ça constitue, en tout cas sa déclaration et son contenu constituent les derniers éléments, n'est-ce pas, qu'on peut noter dans la crise entre le Bénin et le Niger. On a vu comment ça fait jaser dans les deux capitales, Cotonou et Niamey. Chacun est parti de son, je dirais, de son commentaire, qui pour estimer que c'est un canular, c'est un pur montage de la partie béninoise et autres. Comment vous voyez les choses, Franck Ahounou, je dirais, cette situation entre le Bénin et le Niger en termes, je dirais, de communication ou de montage, en tout cas, tout ce qui concerne les réalités, mais qu'on essaie d'habiller selon qui parle? Non, avant de répondre à votre question, qu'on estime que ce que vient de dire le procureur spécial, que c'est un gros montage du côté du Bénin, à moins qu'on me démontre que nous n'avons que des godillots à la tête de nos Bénin, institutions. et que nous, population béninoise, que nous sommes tous des imbéciles entre griffes. Donc qu'on estime que c'est un gros montage. Qu'est-ce que le procureur spécial gagne? Qu'est-ce que le président Patrice Talon gagne? Qu'est-ce que gagne le Bénin, les autorités béninoises à débarquer des gens sur un site, à leur confectionner des badges ou à monter ou à leur attribuer des nationalités, pour venir devant la presse et dire qu'il y a des individus et ainsi de suite. Non, je pense qu'il faut savoir raison garder. Et s'il y a des nôtres qui se prêtent à ce jeu-là, je pense que ça n'est pas du tout bien. Cela ne peut pas être un montage jusqu'à ce que le procureur spécial fasse une sortie. Ça veut dire que le ministre de la Justice est bien saisi du dossier. Il y a eu les premières investigations, sinon il ne sortirait pas pour donner toutes ces précisions que vous avez écoutées. Maintenant, les montages, c'est dommage qu'on assiste à ces genres de montages parce que malheureusement, dans cette crise-là, c'est la presse qui devrait permettre aux populations d'avoir les vraies informations. Lorsque vous suivez un peu les produits qui sortent de l'usine des Nigériens là-bas, parce que je parle d'usine parce que c'est maintenant un élément qui s'occupe spécialement de ce qui se fait. On n'a pas, par exemple, les éléments de la presse privée qui nous envoient, qui font un peu comme le travail que nous faisons ici. On n'en a pas. C'est un seul qui sort de l'usine là-bas et qui vient avec un très gros montage. Bon, je me demande si c'est le même journalisme que nous faisons ici qui se fait là-bas, parce que je sais que les règles en matière de journalisme sont universelles. On a appris de quelque part, c'est des gens qui ont fait avant nous, et nulle part dans ce qu'on nous a appris, on a vu ces genres de montage-là. C'est dommage parce que ça ne permet pas de montrer véritablement les réelles motivations des uns et des autres. Et les Nigériens, le CNSP, je crois, ils se plaisent très bien parce que justement, ils sont pas... C'est pas leur job. Leur job, c'est les armes. C'est les entrepôts d'armes, c'est la sécurité du pays. Mais lorsque vous attribuez un rôle qui n'est pas le vôtre, eh bien, vous cassez la gestion devient un peu compliquée. Alors, cela. Nous sommes le 12 juin aujourd'hui, William Clécan, et cette actualité, en tout cas cette sortie médiatique du procureur spécial de la Criette date de quelques jours en arrière, bien une semaine, sinon le 6 précisément. Comment vous avez, je dirais, vécu cette actualité de votre position, je dirais, d'analyste, d'observateur? Comment vous avez vécu ce qui a été dit autour jusqu'à présent? J'ai eu beaucoup de frissons à suivre le procureur spécial de la Criette jusqu'au moment où j'ai suivi la sortie des deux ministres nigériens, le ministre des Mines et le ministre des Affaires étrangères. C'est une guerre de suspicion. Je dis une guerre de suspicion parce que je ne vois pas notre justice en train de monter des choses en toutes pièces, et par respect également pour les autorités gouvernementales nigériennes. Je doute qu'elles nous affabulent ou qu'elles soient dans, excusez ce que je disais tout à l'heure, qu'elles soient dans la fabulation ou dans le sensationnel, dans du gros montage aussi. Donc, me mettant en équilibre entre ces deux États dont les autorités non négligeables montrent au créneau
pour expliquer des situations, je note tout simplement qu'il y a de la suspicion dans l'air. De la suspicion dans l'air tout simplement parce que c'est le champ lexical, comme je le disais sur un plateau le week-end écoulé, c'est le champ lexical de la crise. La crise a des mots qui lui sont propres, la crise a des symptômes. Il y a des choses qui permettent de savoir qu'on est en crise et je pense que c'est le cas de ces dernières informations à la plateforme de Semepoji. Parce que, vous savez, le procureur spécial de la Criette, dans sa déclaration, nous dit que le ministre des Mines a fait renforcer le dispositif sécuritaire et les mesures de contrôle des différentes personnes devant venir sur le site parce qu'il y a des risques d'atteinte à la sécurité et à la sûreté de l'État béninois. Ça aussi, c'est propre à la crise. Parce que en plein milieu de la crise, si vous renforcez votre dispositif sécuritaire, c'est parce que vous avez des informations, vous avez des informations de nature à vous mettre dans une certaine peur. On ne peut pas vous faire de procès pour ça. Les ministres nigériens sortis, quand ils parlent à la presse, ils disent que la directrice générale adjointe de WAPCO était dans la délégation de 5 personnes. Le Bénin parle de 2 personnes qui sont des agents au service du CNRSP. Au même moment, les autorités nigériennes dévoilent les identités de plusieurs personnes sans dévoiler les identités de 3 autres personnes. Est-ce que ce sont vraiment des agents? Est-ce qu'ils confirment? Bref, cela montre en fait. Vous avez senti un silence. Il y a un non-dit de chacun des côtés. Et c'est propre à la crise. Alors, maintenant, est-ce qu'on a intérêt, je finis Wahab, est-ce qu'on a intérêt à surfer sur ces choses? C'est la grosse maintenant que nous sommes en pleine crise. N'est-ce pas? Comment vous avez vécu les choses? Parce que vraiment, comme on le disait William Clécan, on sent une forme de non-dit par endroit, on sent un montage que je ne veux pas qualifier et autres. La crise a ses propres expressions, a ses terminologies. Bref, la crise a son champ lexical. Mais est-ce que vous sentez qu'on utilise ce champ lexical à bon escient? Le sensationnel semble prendre le devant, non? Permettez-moi de vous dire tout de suite quelque chose. Cette crise entre le Bénin et le Niger, je l'assimile un peu à ce que nos frères chrétiens d'une certaine obédience appellent le harang-baron. C'est-à-dire, pendant que l'on va vers la fin, on se dit, bon, maintenant on va vers le dénouement de la crise, et subitement on dit, voilà. En fait, c'est ce qui est en train de se dessiner avec cette crise. Vous avez vu, visiblement, il y a un autre artiste. Il y a visiblement un autre artiste sur le plateau. De façon plus sérieuse, je ne m'en prends pas tout de suite à la qualité des débats au sommet de l'État. Je m'en prends d'abord à la qualité et aux mots. Vous avez bien parlé du champ lexical et aux mots utilisés, surtout par nous, professionnels des médias, qui devrions reporter et rapporter l'information. Pourquoi? La bonne, surtout. C'est pour cela que je dis reporter et rapporter l'information. Vous savez, quand... Tout à l'heure, j'ai entendu Franck parler de certains confrères du Niger. Je suis convaincu qu'il y a de très bons journalistes au Niger. Je suis très convaincu qu'il y a de très bons journalistes au Niger et qui font leur travail dans les règles de l'art. Je suis aussi convaincu qu'il y en a au Bénin qui font de très bons travail et qui respectent leur profession. Autant nous avons des choses à reprocher à la presse nigérienne, à certains collègues de la presse nigérienne, autant nous avons des choses à reprocher à certains collègues de la presse béninoise. Parce que très tôt après juste ce rebondissement dans l'affaire crise entre le Bénin et le Niger, j'ai vu des journaux titrés tout de go des terroristes. Attention, sortons les mots et faisons attention à ce que nous sortons. Il faut éviter les excès aussi. Vous savez, les déclarations, cette histoire aurait pu peut-être connaître un dénouement depuis longtemps. Les déclarations qui quittaient Niamey et Cotonou n'ont pas fait du bien à cette crise. Il y a eu des déclarations des gens qui ont soutenu de part et d'autre, ceux qui ont soutenu le général Abdourahmane Tchani de son côté, ceux qui ont soutenu le président Talon de son côté. Vous savez, ces déclarations n'ont pas fait du bien au dénouement de la crise. On aurait pu calmer d'abord les ardeurs parce qu'il y a eu trop de passion dans ce dossier. Et ici maintenant, quand nous sommes face à un dossier qui prend la tournure judiciaire, il faut simplement s'en tenir. Alors, Eric, et moi, je pense le procureur a dit qu'il va revenir. Moi, je me dis, laissons la justice faire son travail.
faisons l'effort pour que la diplomatie prenne le pas, parce que c'est la diplomatie qui va vraiment résoudre ce problème. Comment éviter la passion, et je dirais les excès dans la gestion de cette crise entre le Bénin et le Niger? Côté média? Non seulement côté média, ne serait-ce que aussi la sortie des différentes autorités dans les deux pays. Côté média, d'accord, parce que les médias sont censés rapporter ce qui est dit, mais il faut peut-être travailler, n'est-ce pas, à éviter aussi bien la passion dans la déclaration des autorités, de même que passion au niveau des médias qui nous rapportent les infos. Vous savez, côté médias, c'est peut-être pas une question de passion, c'est peut-être un choix qui entre dans une stratégie, que ce soit au niveau des deux pays, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas maladroit ce choix, lorsque vous avez de ces journalistes, n'est-ce pas, qui se permettent de ces qualificatifs quelque peu grotesques, qui est de nature en tout cas à produire du sensationnel. Est-ce que ce n'est pas un peu maladroit? C'est fait en connaissance de cause, donc ça rentre peut-être dans une stratégie au niveau des deux États, soit pour contrôler l'information, pour orienter, pour influencer. Et ça nourrit l'industrie de production des infos, comme disait Kaouno. On peut appeler ça comme on veut, mais ça n'a pas existé, ça n'a pas d'aujourd'hui. Quand une crise secoue entre deux États, vous avez maintenant la guerre de l'information. Entre la Chine et puis les États-Unis, il y a la guerre de l'information. Selon que vous suivez tel média, l'information orientée. Entre l'Ukraine et la Russie, la guerre de l'information. On se souvient que Ukraine et Russie, vous avez plusieurs canaux. Au début de la crise, on en est arrivé à ce il vous arrive de suivre les médias. Russes disent qu'il y a des expressions qu'il ne faut pas utiliser sur les autres chaînes. Vous suivez les médias, vous avez le sentiment que Poutine est qualifié de ci, de ci, de ci. Vous suivez d'autres. Donc je pense que c'est des filières qui ont toujours existé quand il y a une crise entre deux pays. Heureusement qu'en même temps, vous avez également des médias qui font l'effort véritablement de respecter les faits tels que cela s'enseigne un peu partout. Je pense que c'est le délai de développement de cette actualité. Il y a une ligne, n'est-ce pas, que le Bénin a tracée, que moi je voudrais rappeler. Au regard de la sensibilité de ce projet, je pense que pour des questions de sécurité, on ne doit pas vraiment s'amuser là-dessus. Ce n'est pas non plus parce qu'on veut soigner les relations entre le Bénin et le Niger que ce projet commun, n'est-ce pas, qui nous unit, nous allons fermer les yeux, n'est-ce pas, au point de porter atteinte à l'intégrité physique du site. Donc, il est question vraiment de sauvegarder, n'est-ce pas, l'infrastructure avec des protocoles de sécurité clairs. Nous parlons de sites. Et pourquoi les gens n'arrivent pas à respecter ce protocole? Parce que quand on a écouté le procureur spécial de la CRIES, c'est que je crois 2 jours, 48 heures en avant, le ministre béninois des Mines, n'est-ce pas, avait annoncé les préoccupations d'ordre sécuritaire. Rappelons que ce n'est pas la conférence de presse du procureur, n'est-ce pas, que les citoyens nigériens ont pris l'habitude d'être sur le site pour travailler, parce que ce projet n'a pas commencé à la date de la conférence de presse du procureur. Donc ça veut dire qu'il y avait des pratiques de sécurité qui étaient déjà en cours, qui faisaient qu'on n'avait pas déploré ce genre d'intrusion. Donc si cela est arrivé, c'est que quelque part, certaines personnes ont méconnu un peu les protocoles de sécurité et à un moment donné, il fallait justement taper du poing de la table pour faire respecter vraiment ces protocoles. Parce que ce qu'on peut éviter, c'est des questions de sabotage, de vandalisme de cette infrastructure, et pourquoi pas des documents. Et puis après, vous imaginez que si nous tombons dans ce genre de situation, dans un contexte comme celui-ci, on peut difficilement dédouaner le Bénin, n'est-ce pas, de ne pas véritablement respecter ses engagements, pour ce qui est donc de l'exploitation de ce site. Donc, il y a une double responsabilité pour l'État béninois à la fois, d'assurer le passage des bateaux, mais aussi la sécurité du site. Parce que si ça tourne autrement encore, ça va encore retomber sur le Bénin. Et on pourrait dire après que le Bénin a encore d'utiliser encore le site à des fins stratégiques. Donc je pense qu'il y a vraiment matière à respecter le protocole de sécurité. Les Nigériens, dans cette affaire, on s'informe beaucoup. Les Nigériens n'en sont pas à leur premier coup. Je pense que parfois des autorités, des délégations viennent sur le territoire béninois sans que les autorités béninoises ne soient informées. Je crois qu'une ou deux fois, moi j'ai pu échanger avec un responsable au niveau du ministère des Mines qui a dit, au moment où on parlait, qu'il y avait une délégation nigérienne qui était là, mais sans prendre le soin d'envoyer un courrier au côté béninois. Vous voyez, lorsque vous agissez ainsi, et moi j'ai des raisons de croire que dans cette guerre de manipulation d'informations ou de tout ce qui est fait, le Niger est plus dans un jeu de clair-obscur parce que justement c'est eux aujourd'hui,
C'est elles aujourd'hui, les autorités nigériennes, qui ne veulent pas ouvrir la frontière. Voyez la main tendue du chef de l'État. Mais c'est que leur raison. Non, on est revenu plusieurs fois. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce qui bloque, à moins qu'on nous dise réellement que Tiani et ses hommes nous disent « Ah, voilà la raison précise ». Sinon, les sanctions de la CEDEAO sont levées. Du côté du Bénin, le chef de l'État a fait beaucoup de concessions déjà dans cette discours. Il faut explorer la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, c'est de l'autre côté qu'on voit. Que vous ne sentez pas les choses évoluer de la même manière. Alors, William Klikan, on a parlé tout à l'heure de la démarche, je dirais, des artistes pour le dénouement de la crise. Mais est-ce que vous avez senti la CEDEAO vraiment très active dans cette crise entre le Bénin et le Niger? Avant d'en venir à la CEDEAO, juste 2 mots. Vous savez, le Bénin veut que les choses se passent normalement avec le Niger sur la question pétrolière, alors que nous avons un problème diplomatique que nous n'avons pas réglé. C'est-à-dire, nos frontières sont fermées, le Niger est rancunier, à tort ou à raison, à tort et à travers peut-être, mais nous voulons que les choses se passent bien sur la question pétrolière. Moi, je ne sais pas ceux qui conseillent Patrice Talon, mais je suis de ceux qui pensent que si on a voulu tenir le règlement de ce problème diplomatique par le bout de la question pétrolière et que nous n'en sommes qu'à des escalades jusqu'à ce jour, changeons de main. Allons alors à la résolution du problème diplomatique pour ensuite sauvegarder les intérêts du pays. D'accord, on revient maintenant sur la position de la CEDEAO. Pourquoi vous vous attendez à ce que la CEDEAO soit aux côtés du Bénin? Elle n'a pas demandé la témérité. Pas forcément du côté du Bénin. On parle de 2 pays qui sont en conflit et qu'on a une... La CEDEAO devrait davantage compatir pour le Bénin, avec le zèle que le Bénin a eu à défendre ses intérêts, le communautarisme, au détriment même de son intérêt national et de l'économie de son pays. La CEDEAO devrait maintenant, en bon arbitre, être au juste milieu pour ces 2 pays qui ne se parlent pas ou qui ont des problèmes frontaliers. Maintenant, n'oubliez pas les motivations qui ont amené la CEDEAO comment on appelle, à mettre des sanctions sur le Niger. On a parlé de coup d'État, de règles démocratiques. Je n'y crois pas, je n'y prête pas foi. Des gens qui se taisent pendant que Faure Gnassingbé fait des coups d'État constitutionnels bien organisés. Nous parlons ici une organisation qui laisse des 3e mandats et sinon des 4e mandats en préparation n'a pas de leçon de démocratie vraiment à donner sur certaines questions. Et pour ça, je pense que les raisons étaient ailleurs. Et tel que vous avez vu les chancelleries occidentales alignées avec des diplomates d'un certain pays entourés dans la salle à Abuja pour des prises de décision, ne vous attendez pas au même scénario parce qu'entre-temps, les objectifs ont peut-être été atteints ou on a échoué. Ce que le Bénin doit se morfondre, lui et lui seul, d'y être allé avec cette manière. Maintenant, la CEDEAO, est-ce qu'elle a encore la crédibilité de parler, de faire concilier un pays comme le Niger au Bénin, un Bénin qui vous ne voyez pas la CEDEAO? Je ne voyais pas la tête. D'accord, Éric dans ce rôle. Est-ce qu'il faut parler de silence, mais cette forme d'inertie ou je dirais ce mutisme qu'on a observé au niveau de la CEDEAO? Jusqu'à la date d'aujourd'hui, ça reste l'organisation à laquelle nous appartenons. Puisque nous n'avons pas encore retiré notre signature de cette institution. Justement, et nous parlons d'une crise qui secoue 2 États. Peut-être que des choses se font en silence. Peut-être que la CEDEAO a mobilisé un certain nombre de personnes, n'est-ce pas, qui sont en train d'échanger avec les 2 parties, puisque la question avait été posée aux diplomates résidents CEDEAO ici à Cotonou, et c'était vraiment sa réponse. Ils ne sont peut-être pas encore venus à l'étape où il faut rendre public, n'est-ce pas, les actions de la CEDEAO au niveau véritablement de cette crise. Et donc, j'estime que la CEDEAO, elle n'a pas non plus intérêt à rester silencieuse et observer de loin ce qui se passe entre le Bénin et puis le Niger. Encore que, du côté de la CEDEAO, on essaye toujours, on garde en tout cas des intérêts à avoir le retour du Niger, du Burkina Faso ou du Mali. Donc, la porte, elle n'est pas fermée. Il y a toujours des ouvertures d'échanges, n'est-ce pas, entre ces pays. Et si, à travers la solution qu'on pourrait trouver entre la crise entre le Bénin et le Niger, cela peut permettre à la CEDEAO, n'est-ce pas, de reprendre la main avec ces pays amis, toujours amis, n'est-ce pas, de la CEDEAO, elle devra jouer vraiment de toute sa carte, justement. Et donc, je pense que peut-être que des choses se font en silence, n'est-ce pas? Alors, ça se fait en silence. La CEDEAO, selon vous, le Gaba?
La CEDEAO est inaudible et elle ne peut qu'être inaudible en ce sens que vous avez vu déjà tout ce qui nous a amené là où nous en sommes aujourd'hui. C'est suite à une décision de la CEDEAO. Et je me souviens très bien qu'il y a quelques Certains ont ironisé en disant que quand tu as un problème que tu poses à la CEDEAO, tu as désormais 2 problèmes. Ah oui, c'était une ironie. Qui nous souviennent tout récemment, après leur rencontre, ils avaient un peu décrié la montée de la crise entre ces 2 pays frères. Mais bon, rien n'a été dit juste après. C'est pour vous dire, vous faire comprendre que la CEDEAO aujourd'hui, en l'état, n'est pas vraiment en bonne posture pour pouvoir négocier, négocier, voire ramener. En tout cas, il ne faut pas compter sur la médiation. Un pays désormais de l'AES a ramolli sa position. Par contre, la CEDEAO peut jouer sur des atouts. Ces atouts-là, c'est quoi? On sait que le général Abdurrahman Tiani est maternellement et paternellement Hausa et Djerma. Et c'est des fibres qui jouent beaucoup. On a vu cette fibre-là jouer du côté du Nigeria. On a vu les Hausa qui se sont mis dans la période où on a fermé les frontières, la communauté avait pris des décisions fortes. On a vu des Hausa du Nigeria, aller rencontrer le président Tinubu pour lui dire attention. Ici, nous sommes Hausa, mais nous avons nos frères Hausa de l'autre côté du Niger. Il faut en tenir compte. Vos décisions que vous allez prendre, faites attention, ça peut jouer contre nous. D'accord. Regardez ici au Bénin, il y a des Djerma, il y a des Djerma du côté du Bénin aussi, il y a des Hausa du côté du Bénin aussi. Je pense que c'est des atouts qu'on doit pouvoir capitaliser pour pouvoir échanger avec la junte au pouvoir. Mais l'autre chose aussi, la résolution de ce problème ne se fera pas dans le bruit. Aujourd'hui, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Il va falloir simplement calmer les choses. Vous entendez la CEDEAO? Vous sentez la CEDEAO? Non, en l'état, je vois très mal la CEDEAO se mettre à jouer les sapeurs-pompiers. Ça va être très compliqué. Les arbitres. Parce que d'abord, la CEDEAO a été désavouée par les autorités nigériennes actuelles et je ne crois pas que leur position actuellement puisse... Parce que la CEDEAO, si elle se met dans la danse maintenant, je crois qu'elle n'aura qu'à discuter avec qu'une seule partie. Ce sera la partie béninoise. Au Niger, je crois qu'on va chasser la CEDEAO. Et c'est déjà arrivé. Vous avez vu, il fut un moment où la CEDEAO est allée en délégation au Niger, mais elle n'a pas été reçue. Donc, à quoi bon de s'engager dans un dialogue où vous n'aurez qu'une seule partie? Le dialogue, ça se fait... Et ça ne sert pratiquement à rien d'aller faire du tourisme également donc la CEDEAO est consciente qu'en ce moment, elle ne peut rien du tout. C'est dommage et c'est difficile dans la position... C'est pour cela qu'on ne la sent pas, selon vous? Oui, c'est pour cela qu'on ne la sent pas. Dans la position de la CEDEAO, c'est compliqué parce que elle aurait pu intervenir pour régler un peu, pour tenter de régler la situation. Mais moi, je dis que les autorités nigériennes doivent davantage ouvrir la porte au dialogue parce que même au fort moment de la crise, il y a des intérêts qu'on sauvegarde. Vous voyez, le Bénin, de par sa position, ne pouvait que jouer ce rôle-là. On a déploré quelques propos, ainsi de suite, mais dans une crise, on ne peut pas maîtriser tous les détails. Dans une crise, on ne peut pas maîtriser jusqu'au dernier détail. C'est peut-être même pour cela qu'on parle de crise. Je dis que vos cheveux sont crépus et après vous ramenez cela pour dire que bon, quand on s'insultait là, écoute, j'ai dit que tes cheveux sont crépus et donc pourquoi tu as dit ça? Et on sentit ça. Et à cause de ça, je ne veux plus vous parler. Alors que c'était déjà même sorti. au niveau de la Russie et de l'Ukraine, quand il se faisait la guerre, il y avait des discussions. Il y avait des discussions et même la Russie sait qu'il y a des intérêts de l'Ukraine que je ne peux pas menacer. Donc, dans ce contexte-là, il faut que chacun lâche un peu de son côté. Parce que ce qu'on oublie peut-être, c'est que quoi qu'on fasse, le Bénin a besoin du Niger et le Niger a encore plus besoin du Bénin. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi ils ne se comprennent pas jusqu'à présent. Parce que de l'autre côté, nous avons des militaires. Quand on parle de militaires, vous savez... Il n'y a pas toujours la douceur. Allez, on va se donner rendez-vous demain pour poursuivre les discussions. Il y a cette interrogation. Est-ce que vous comprenez pourquoi les femmes, en dépit de tout, continuent d'utiliser ces produits décapants? Comment dire, Eric Guédénon?
ces produits qui font grossir, je dirais, les bagages pectoraux, ces arrière-coups et autres. Voilà, arrondir, tout ce que vous voulez. Bref, je pense que Franck a la réponse. Non, il a dit. Allez, ce que je ne comprends pas, et la revue de presse, c'est une coproduction ce matin de Candide Hunweto, n'est-ce pas, et Hugues Vinibé. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se donner rendez-vous demain pour poursuivre le partage et la livraison des informations à vous, téléspectateurs. Allez, portez-vous bien. Ce que je ne comprends pas, nos filles d'aujourd'hui vont payer les produits. C'est parce que là-bas, ils envient nos jeunes filles. La beauté naturelle de l'africaine et de la béninoise qu'ils ont créé les produits. Il y a le liquide. Et ils mettent ça sur les seins. Le sein se gonfle, arrondi, et aussi sur les fesses. On dit massage. Il y a tout ça là, mais ça a des répercussions graves. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez des femmes, pour avoir d'enfants, c'est difficile. Ce que moi je ne comprends pas, ce qui amène les filles à prendre ces trucs-là, moi je ne comprends pas. Et quand on va pouvoir développer les fesses ou bien les seins, là, elles gagnent quoi dedans? C'est à cause des hommes, elles font ça. Et après, elles oublient les conséquences. Parce qu'on voit après des gens qui ont les problèmes de seins. On voit un peu. Ça peut être ces trucs qu'elles prennent là. Ça peut être à la base de ces maladies de seins là. Maintenant, pour les fesses après, il y en a. Après, on voit des vergetures ou bien les fesses changent de forme, tout ça là. Ça là, quand elles font ça, elles doivent d'abord penser à leur santé. Les conséquences que cela peut amener sur elles-mêmes, quoi. Donc, c'est pas une bonne chose. Et que moi, je vois encore que c'est les technologies aussi. Il faut copier tout de l'Occident. Ce que je ne comprends pas, d'abord, je remercie beaucoup vous, les journalistes de Fraternité FM, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la jeunesse et surtout les filles. Les filles qui sont en train de s'adapter à ces manières de médicaments pour gonfler les seins et gonfler aussi leurs fesses. Je crois que ne connaît pas les inconvénients de cette maladie. Et il revient aussi à nos docteurs spécialistes de ces gens d'expliquer, de passer à la télévision pour expliquer les malheurs qui sont dans cette histoire. Parce que pour moi, je vois qu'après, c'est le cancer qui les rendra malades. Et dans l'émission, ce que je ne comprends pas, c'est un danger pour la jeunesse d'aujourd'hui, spécialement pour les filles. Il y a aussi les hommes aussi qui sont en train de s'amuser dans ce genre de trucs. Ce que je ne comprends pas, c'est le fait d'avoir une culture autre que celui des Occidentaux et de vouloir les imiter à tout prix. Parce que nos mamans, nos aïeux avaient une manière de vivre. Mais avec l'arrivée des nouvelles technologies, nos jeunes sœurs tentent d'imiter ce qu'ils voient à la télé, sur WhatsApp, sur les chaînes internationales, en imitant les filles de l'Occident, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, c'est dans l'ignorance qu'ils le font parce que à quoi ça sert de prendre un produit qui va essayer d'enfler vos seins, quitte à séduire les hommes. Et là où ce que je condamne aussi, ce sont ces hommes qui aussi se font appâter par cette manière de vivre. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir pris le rendez-vous de la revue de presse.
Bientôt la fin des difficultés d'accès à l'eau potable à Semepodi et à Kwakwa. La bonne nouvelle est annoncée par le matinal qui rapporte que le ministre en charge de l'eau, Samou Seydou Adambi, a procédé mardi 11 juin 2024 au lancement officiel du projet mesures d'urgence pour le renforcement en eau potable de la zone Akwakwa et Aglangandan à partir des champs de captage de Porto Novo. D'un coût global de 16,997 milliards de francs CFA, mobilisé à travers le budget national et un financement privé, le projet sonne définitivement le glas du stress hydrique dans les localités d'Akwakwa, d'Aglangandan et environ. Il prévoit la construction de l'équipement d'une nouvelle usine de traitement d'eau d'une capacité de 1000 m3 à Semepodi comportant un tout de dégazage, un réservoir d'eau semi-enterré de 1000 m3 et un bâtiment abritant les équipements de pompage et de contrôle de débit. Pendant ce temps, le chef de l'État était en visite de chantier à Ouida, nous apprend le Soleil Bénin Info. Avec son style qui tranche avec celui de Boni Yahi, Patrice Talon opère rarement des visites de terrain pour constater de visu les chantiers lancés dans le pays. Le réformateur national était lundi dernier dans la cité historique de Ouida pour donner un coup d'accélérateur aux travaux de construction lancés par le gouvernement qui, selon l'événement du jour, revient à la charge pour menacer les contrevenants à la mesure d'interdiction de sortie des engrais du territoire national. C'est à travers un communiqué du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche datant du 11 juin 2024. Terminons par Fraternité qui consacre sa manchette au portrait du mystérieux envahisseur des champs connu sous le nom de Jassi du Cotonnier. L'article est à lire à la page 2 du quotidien. Fin de la revue de presse de ce mercredi 12 juin 2024.